dans le 56 numéro 111, 111. Vous allez voir, c'est super important. 111, retenez bien ces chiffres. Mais si, tu vas voir. Ah oui, non, je vais voir. Ah oui. Bonjour Erwan. Bonjour Camille. Bonjour Robin Cousin. Bonjour. Qui est notre invité du jour, qui a écrit la meilleure BD du monde de 2017 de France de l'univers, des courses de nano-voitures internationales. Non, c'est à cause des superlatifs, faites pas attention. Le chiffre 111, on va en parler un petit peu. J'aurais pu vous raconter l'histoire du vol 111 Swissair qui s'est écrasé en 98 dans l'océan Atlantique. Vas-y, mais comme... s'il te plaît. Non, non, d'accord. Vous auriez pu appeler le numéro d'urgence 111, qui est le 112 de la Nouvelle-Zélande. Mais comme je vous ai déjà plombé le moral avec la navette Columbia qui a explosé l'autre jour, je me suis dit que j'allais plutôt parler d'un truc positif. Non ? Ouais, vas-y. Bon, cool. Même si ça porte malheur, tu vas voir. On va parler de cricket. Alors, Les vous voyez le Jiminy, sport ? Jiminy Cricket. Oh, lien avec... Oh, pardon, vous comprendrez après. Ça fait déjà tout. Pardon. Alors, le cricket, à ne pas confondre avec le croquet. Le croquet, c'est le truc avec les arceaux un peu con, là, où on pousse avec des marteaux une balle dans les trous. Le polo, c'est la même chose, parce que tu confondais tout à l'heure, je sais pas pour balancer. Le polo, c'est la même chose à cheval. Et le cricket, c'est un truc qui ressemble au baseball. En gros, on a des battes, on tape dans des balles, on court pendant que la balle est en train d'être récupérée par des gens. Et il y a deux défenseurs qui doivent échanger de place le temps qu'on aille récupérer la balle. Et ils ont aussi des petits buts à défendre. Des petits bâtons. Voilà, et 3 bâtons verticaux avec des petits bitoniaux plantés dans le sol, en bois, avec des petits bitoniaux qui sont posés dessus. Ils sont juste posés, ils ne sont pas fixés. Et si la balle touche et fait tomber les bitoniaux par terre, eh ben, le défenseur, le batteur qui était censé défendre ce but, si j'ai bien compris, est éliminé, parce qu'il n'a pas fait son job. Donc, voilà, ça c'est les petits buts, là, on les voit. Ça c'est là, il avait changé de place, ça fait une vingtaine de mètres de long, je crois. Le petit but en question, il ressemble à ça. Pour l'instant, vous vous demandez quel est le rapport. C'est quoi le lien? Le lien, c'est que... il y a 3 petits traits. Il y a 3 petits bâtons. On approche. Le lien, c'est que au cricket, traditionnellement, si à un moment, un joueur particulier ou l'équipe atteint un score de 111 ou un multiple, eh ben, on dit que c'est de mauvais augure et que ça va te porter la poisse ou que tu es mal barré parce que ça ressemble aux 3 petits piquets quand les bitoniaux sont tombés et quand un joueur a été éliminé. Et même que ça a un nom, ça s'appelle un Nelson dans les pays anglo-saxons. Pourquoi ça s'appelle un Nelson? À cause de l'amiral Nelson. Vous savez pas qui c'est? Moi non plus je savais pas, mais j'ai regardé sur Wikipédia. L'amiral Nelson est donc un militaire qui est connu pour avoir notamment mis en déroute la flotte franco-espagnole en 1805, la bataille de Trafalgar. D'accord. Évidemment. Et il s'est tellement battu, il a tellement fait d'exploits dans sa vie qu'à la fin, il ne restait plus grand-chose de lui. Alors, il s'est fait amputer un bras et tout. Et on dit qu'à la fin de sa vie, il lui restait un œil, un bras, une jambe. Donc, 1-1-1. Donc, 111. Donc, le score Nelson. Donc, le cricket, les petits buts. 3 bâtons plantés par terre. Vous avez compris le lien? C'était super logique. C'est bon. Mes respects éternels. C'est le 56 casse numéro 111. Il y a donc quelques semaines à Libération, dans la boîte aux lettres de Libération, j'ai reçu cet ouvrage, Le profil de Jean Melville, qui est une bande dessinée de Robin Cousin, ici présent. Et Ça tombe bien. Et ça tombe bien. C'est fou, c'est ce hasard, cette coïncidence. Et donc, en fait, à l'intérieur, il y avait un mot de l'éditeur qui s'appelle Flubelub, qui disait « Nous n'avons pas l'habitude de faire des envois presse non sollicités », parce qu'effectivement, je ne l'avais pas sollicité, mais on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Eh bien, l'éditeur a eu raison. Parce que quand j'ai terminé, quand je suis arrivé à la dernière page, je me suis dit, mais mon Dieu, mais cette bande dessinée a été écrite pour moi, mais non pas pour moi, mais pour nous. Et en fait, pour tous les téléspectateurs. Il est venu me voir, il m'a dit, Camille, il faut que tu lises cette BD. Et moi, j'ai dit, d'accord, donne-la-moi. Et il m'a dit, je peux pas parce qu'il y a déjà tel collègue et tel collègue et tel collègue qui ont fait une liste d'attente pour la lire. C'est ça. Et en fait, elle a été faite pour tous les gens qui s'intéressent un peu au monde d'aujourd'hui, aux multinationales du numérique, aux données personnelles et à ce genre de choses. Mais est-ce que c'est une BD d'anticipation? Est-ce que c'est une BD de réflexion sur le numérique? Non, c'est un polar. Bah oui, parce que c'est là où c'est bien, c'est que c'est d'abord un polar, mais c'est un polar. Tu connais pas l'éditeur?
Est-ce que tu dirais que tu travailles un peu? Mais en plus, c'est ça, je n'ai absolument aucun lien. Et en fait, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut que je raconte quand même l'histoire de cet épisode, de cette émission. C'est que vous vous rappelez, il y a quelques semaines, nous faisions une émission spéciale Mastodon. Mastodon, donc le nouveau réseau social alternatif à Twitter. Et donc, pour préparer cette émission, Camille m'a enjoint à me créer un compte sur Mastodon. Et un peu comme à chaque fois, quand on arrive sur un nouveau réseau social, on se dit, mais quel va être mon premier post? Parce qu'il fallait, c'est toujours un peu voilà, on était un peu tendu. Et donc, je venais de dire ça. Donc, je me dis, tiens, parlons du profil de Jean Melville, parce qu'en plus, ça va intéresser les gens qui sont sur Mastodon, parce que c'est un peu des thématiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté mon premier Pouette. Et donc, j'ai parlé du profil de Jean Melville. Et là, en fait, il y a un certain Robin Cousin qui est venu quelques jours plus tard. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu rentrer en contact. On m'a dit, on parle de toi sur Mastodon, tu devrais t'inscrire. Et je me suis inscrit. Voilà. J'ai vu ça. C'est trop bien. Et parce qu'en fait, et pour juste finir un peu l'histoire, parce qu'on va finir par parler de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que, après avoir fermé ce livre, je me suis dit, mais Robin Cousin, que je ne connaissais pas par ailleurs, doit être quelque part sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis allé sur Twitter notamment et je ne t'ai absolument pas trouvé. Je suis un faux geek en fait, je crois. D'accord. Ça m'intéresse vachement et en même temps, Twitter, je sais pas, ça me demande vachement de temps et tout, j'arrive pas à rentrer dedans. Mastodon, j'y essaye, de temps en temps je me dis, ça fait longtemps que t'es pas allé, tu devrais retourner. Je sais pas quoi poster, voilà. Donc j'aime bien regarder de loin, d'extérieur. C'est dingue puisque tu es la personne qui a le mieux parlé d'Internet aujourd'hui que j'ai vu depuis 2 ou 3 ans. Donc en fait... Si on le laissait dire l'histoire en 2 mots. Je vais laisser parler moi. Donc Robin Cousin, encore merci. Et est-ce que tu peux juste... comment est-ce que tu présentes le profil de Jean Melville? Donc, c'est difficile à chaque fois, parce qu'il y a pas mal de trucs en même temps à présenter. Mais du coup, pour moi, c'est avant tout un polar quand même. Une histoire d'amitié entre Gary Prudent et Jean Melville, qui est gêné par une multinationale, pour simplifier. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail, Gary Prudent, c'est un détective privé qui bosse dans une petite boîte comme ça, et du jour au lendemain, il y a une énorme multinationale qui s'appelle Gemini qui vient les embaucher pour qu'ils enquêtent sur des soucis de câbles sous-marins par lesquels transite Internet. Ils ont eu des sabotages. Et bon, déjà, c'est un peu bizarre pourquoi ils viennent faire appel à cette toute petite boîte comme ça, alors que c'est une multinationale. Et en fait, cette multinationale sort un produit qui tourne sur lunettes connectées. C'est un peu des Google Glass, mais en mieux, qui ont marché aussi. Parce que en fait, finalement, c'était un peu ce qu'on espérait quand on a vu Google annoncer ses lunettes connectées avec ses vidéos de présentation où tu voyais la petite vidéo au-dessus. Ouais. Et alors que quand tu mettais les Google Glass, c'était juste ridicule, ça servait absolument à rien. Mais c'est un peu, c'est les vraies lunettes de réalité augmentée. En fait. C'est ça. Et donc, ils sortent un produit qui tourne dessus, qui en quelque sorte, c'est un coach personnel qui, pareil, c'est assez proche de plein d'applications qui sont sur smartphone, mais tout est réuni dans une application qui nous dit comment aller le plus vite, comment rentrer le plus vite chez nous, comment mieux manger pour perdre un peu de poids, à quelle heure se coucher pour dormir. Voilà. Et puis, forcément, petit à petit, ça grappille un peu sur la liberté personnelle et tout ça. Et cette multinationale qui fait des lunettes connectées, qui ne nous fait pas du tout penser à Google, présente ces lunettes et ce service qui est gratuit, c'est formidable, c'est gratuit. Comme un... Ouais, voilà. Ils disent c'est super classe, c'est un service gratuit qu'on vous offre en compensation en fait, parce que vous nous donnez beaucoup de données personnelles et donc nous on est trop sympa. En échange, vous allez avoir le droit d'utiliser gratuitement ce service. Sachant qu'il y a un service pro, il y a Gemini Pro on peut évidemment payer. Alors est-ce que c'est une bonne chose de laisser Gemini s'occuper d'absolument toute notre vie à travers les lunettes? Évidemment un petit peu moins bien que présenté, mais le découvrir au fur et à mesure, c'est super, ça tape super juste tout le temps. Et quand même, un des points, peut-être c'est l'élément qui, moi, m'a le plus séduit dans cette approche, c'est que tu n'as pas une approche
tu n'as pas voulu avoir une approche complètement paranoïaque, complètement evil. Enfin, voilà, c'est pas le mal. Hein. C'est pas une figure maléfique. Cette entreprise-là, les gens qui y travaillent on a l'impression qu'ils veulent aider les autres, que les gens qui adoptent le service sont très contents. Tout le monde est ravi, tous les gens qui utilisent Gemini sont ravis. Même le héros, Gary Prudent, qui est un peu réticent, qui a un peu du mal avec toutes ces nouvelles technologies un peu envahissantes, il essaye le produit, il est séduit parce que ces produits sont séduisants. C'est formidable, c'est comme dans la vraie vie. Et dans cette réunion où il distribue les lunettes connectées aux gens, là, il y a celui qui les distribue, l'envoyé de Gemini, qui les a déjà sur le nez, puis il y a quelqu'un dans la réunion qui dit « mais vous n'êtes pas en train de nous filmer là quand même avec vos lunettes ?» Bah si, pourquoi? Ah bon, d'accord. Ouais. Et c'est un petit peu la surveillance aujourd'hui, quoi. Ouais, et c'est en fait, je trouvais ça en fait très vite on tombe quand on veut critiquer un peu ça, on tombe dans une espèce de technophobie et il y a plein de gens qui arrêtent d'écouter aussi parce qu'on dit bon ça va être encore un manichéen et tout ça. Et moi j'adore ça, c'est la technologie, il y a plein de trucs à chaque fois c'est hyper tentant et c'était plus j'essaie de montrer, enfin de parler du fait que c'est, je trouve pas le mot, mais que c'est vraiment subtil, comment ça peut nous manipuler, que c'est pas genre des gros méchants qui veulent fliquer tout le monde, quoi. C'est des gens qui veulent un peu bien faire, mais ils se trompent de chemin, quoi, j'ai l'impression. Alors, en tout cas, ils prennent un chemin différent, finalement. En fait, c'est une question d'intérêt compris, d'intérêts différents, mais qui se rejoignent sur l'utilisation d'un objet. L'intérêt, finalement, du public. C'est comme l'utilisation d'Android et des smartphones et des applis gratuites aujourd'hui. C'est-à-dire, l'intérêt du public, c'est l'immédiateté, c'est la fluidité, c'est le service rendu, c'est l'accès aux données, à ses propres données et tout ça. L'intérêt de la personne, de l'autre, c'est de récupérer toutes les données, de balancer de la publicité, de réaliser comme ça un chiffre d'affaires là-dessus. Mais c'est ta vision aujourd'hui de l'univers technologique, en fait, finalement. Ouais, en fait, il y a cette idée-là qu'on veut tout le temps tout fluidifier, en fait. On veut que tout soit plus facile, que ça coule. Et je ne sais plus qui disait ça parmi les lectures que j'ai faites un peu en faisant le livre. Quelqu'un qui disait qu'il fallait rajouter un peu de rugosité dans la technologie, que ce soit peut-être un peu plus difficile, qu'il faille apprendre à se servir des choses. Parce qu'en fait, on nous mâche tout, en fait, on fait plus de... Enfin, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui font même plus l'effort de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur téléphone, qu'est-ce que ça implique de faire une recherche sur Google, parce que je m'emballe un peu, mais... Non, mais pas du tout. Et donc, juste, voilà, le profil de Jean Melville, effectivement, c'est un polar, c'est aussi une histoire d'amitié. C'est une relation entre donc Gary Prudent, le héros le détective privé, et Jean Melville, qui est son ami d'enfance. Jean Melville est hypermnésique, donc il se souvient de tout. Et surtout, c'est la figure de l'alternatif. C'est la figure de quelqu'un qui n'est pas du tout technophobe, pour le coup, mais qui va détourner les usages. Ouais, alors ça a été très long à trouver comme idée. En fait, au bout d'un moment dans l'histoire, je me suis retrouvé coincé parce que j'avais cette figure un peu de l'entreprise hyper puissante mon personnage était coincé, je ne savais pas comment mettre un contrepoids à ça. Et même moi, je me disais, mais comment on fait pour lutter contre les Google et des trucs comme ça? Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être la meilleure manière de faire, c'était de s'approprier les outils, de les détourner, et mettre de la création aussi là-dedans, de la poésie. Plus être dans une logique de production, mais plus de création, d'interaction avec les autres. Et donc lui, il fait partie d'un groupe qui s'appelle le RCC, le Random Computer Club. C'était un clin d'œil au Chaos Computer Club. Et c'est donc qui utilise la réalité virtuelle pour créer des espèces d'expériences artistiques. Et qui vient un peu pirater. Un peu psychédélique, on dirait du Raphaël Rosendahl en fait. Je ne sais pas si c'était une de tes inspirations, non, mais pas directement. Dans le genre NetArt, ça ressemble beaucoup à ça. Non, et puis donc ce qui est fou, c'est qu'en fait, toi, c'est sur un point de vue scénaristique que tu as cherché un contre-pouvoir à Google en fait.
C'est-à-dire que toi, le vrai problème, ça allait pas. Enfin, il fallait être dans ton scénario que. Sinon, l'histoire se terminait très très mal. Bon, je vais pas spoiler, mais ça se termine un peu moins mal du coup, parce qu'à la base c'était vraiment déprimant à la fin, et ça m'embêtait de terminer sur une note comme ça, vachement badante, quoi, sur le monde. Je voulais me dire bon, mais comment on va faire, quoi. Même pour moi, en fait, c'était une question que je me posais moi. Et juste, c'est un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Labrune, j'ai peur de me tromper, je crois que c'est ça, et qui bosse sur des ordinateurs organiques ou des choses comme ça, et il cherche à comment justement rajouter un peu du hasard dans l'informatique, parce que l'informatique déteste le hasard, déteste les erreurs et tout ça. Et c'est celui qui m'a donné l'idée de ça, de rajouter un peu de bordel. C'est un artiste ? C'est un chercheur, je crois qu'il a été au MIT, je ne sais pas s'il y a encore, un Français que j'ai découvert, pareil, en faisant mes petites recherches. Et donc ce qui est fascinant, voilà, c'est que ça donne un tableau, le profil de Jean Melville, qui est d'abord, on le répète, c'est d'abord un polar. C'est ça finalement qui tient le lecteur en haleine. Il y a une enquête de détective, mais voilà, dans les différents genres, finalement l'enquête n'est pas si importante. Voilà, il y a une disparition, il y a des choses comme ça, et puis il y a toute cette histoire, tout ce personnage principal, Gary Prudent, qui est amené à évoluer, qui est amené à rencontrer différents personnages, à évoluer dans sa propre perception du réel. Et voilà, il y a tous ces ingrédients qui sont absolument dingues, qui est la question qu'on se dit, c'est dans combien de temps ça va arriver. Enfin, on se dit pas est-ce que ça va arriver. Finalement, c'est ça qui est fort aussi dans Je suis perdu. Qu'est-ce qui va arriver ? Non, mais ce monde que tu décris est quasiment présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'anticipation improbable. C'est quelque chose que tu as cherché aussi, c'est de. Oui, mais en fait, les lunettes, je me suis servi. À la base, ça devait être sur smartphone avec une petite montre qui capte la pulsation et tout ça. Et en fait, au niveau du dessin, c'était chiant parce qu'il est tout le temps en train de regarder son truc. Et du coup, je me suis dit, si je mets des lunettes, du coup, je peux afficher les informations directement sur le dessin. Mais finalement, les lunettes, c'est juste un outil. Et l'application, moi, à chaque fois que je faisais mes recherches, je me rendais compte qu'il y avait déjà des entreprises qui bossaient sur un projet équivalent. C'est genre un exemple, enfin un bout de Jiminy existe déjà un peu partout, quoi. Il y a des bouts de Jiminy partout. C'est juste. 3 exemples. Ouais, alors des noms, je sais plus si j'ai là comme ça, mais je sais qu'il y a au moins, je suis tombé sur au moins 2 ou 3 logiciels dont le but c'est la gamification, je sais pas comment on dit, qui est en gros, on note des points, on gagne des points en atteignant ses objectifs, on se fixe des objectifs, par exemple, je vais essayer de me coucher tôt tous les soirs cette semaine, et si on arrive à se coucher tôt, on gagne des points. Voilà, c'est un petit truc comme ça, et du coup, il y a plein d'aspects de la vie quotidienne qu'on peut transformer avec une petite rétribution de points comme dans le jeu vidéo pour se motiver, quoi. Et c'est que des petits trucs subtils comme ça qui, pourquoi pas, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais tout ce côte à côte, en fait, ça commence à faire peur. Ouais. C'est exactement au même niveau d'anticipation que Black Mirror à l'époque où c'était bien, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas dans longtemps. C'est dans très bientôt, enfin, c'est à la fois, ça pourrait pas être aujourd'hui, mais en même temps, tous les ingrédients sont là. C'est juste qu'ils fonctionnent pas encore tous ensemble, c'est pas assez bien rodé, il manque quelques années de fignolage. Ouais. On est à ce moment-là. Oui, et puis ça part du principe aussi que l'intelligence artificielle a bien augmenté justement tous les trucs, les Siri qui comprennent pas quand je parle, et puis on imagine que tout ça marche vraiment bien, que les Google Glass, elles marchent vraiment, on arrive bien à afficher des informations autour de nous. C'est plus que le fantasme de ces différentes entreprises, j'imagine que ça marche, quoi. Voilà, que leur fantasme, ce qui en germe aujourd'hui va aboutir à un produit idéal qui fonctionne. Mais en fait, finalement, quand on lit les lunettes de Jiminy, finalement, ça rappelle juste la sortie de l'iPhone quand l'iPhone est arrivé, et quand ça faisait déjà 5 ou 10 ans qu'on voyait des smartphones, enfin des embryons de smartphones, des téléphones connectés à Internet avec des interfaces un peu moisies et même des pavés tactiles qui marchaient pas bien. Et un jour est sorti l'iPhone et qui a mis tout le monde d'accord. Et c'est un peu cette vision-là. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est
Alors je ne sais pas si c'est, encore une fois, moi c'est un pure vision de lecteur, mais c'est que tu donnes un aspect physique à Internet. J'ai lu ça tellement rarement, c'est que l'objectif, l'enquête de Gary Prudent, c'est d'enquêter sur quelqu'un qui empêche de couper Internet. Enfin, en fait, que Internet est physique chez toi. Enfin, tu as aussi voulu redonner, c'est pas une vision éthérée, voilà, c'est une vision du réel aussi. Sur les câbles sous-marins, on est dans les bateaux. Par où passent les données. Gemini, qui est une pure entreprise façon Google, et en fait, elle est très intéressée par ça parce que, oui, toutes les données passent par là, donc c'est là où on va les chercher, c'est sur les câbles sous-marins. Voilà, ça donne une réalité. C'est marrant, c'est que ça surprend mes copains quand je leur en parle, mais en fait l'idée des lunettes et tout ça, c'est arrivé hyper tard. Et à la base, c'était juste une amitié et le méchant, j'ai spoilé, voilà. Le méchant, c'est une entreprise. C'était parti de ça. Après, je me suis dit, quel genre d'entreprise ça pourrait être. J'aimerais bien que ça se passe au bord de la mer. Du coup, j'ai commencé à chercher des trucs de bateau et tout ça. Et je suis tombé sur une histoire de gros câbliers qui vont dérouler les câbles Internet. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que en fait, les mecs à bord du bateau, ils doivent enrouler les câbles qui font des kilomètres et des kilomètres, qui sont gros comme ça, dans des caves au fond des bateaux. Et en fait, ils doivent faire ça à la main en marche arrière. Et ils se passent le câble comme ça. Et pendant des heures et des heures, ils enroulent un câble manuellement. Et tu te dis, mais en fait, c'est Internet qu'ils sont en train d'installer. Exactement. Et voilà, ça m'a tellement étonné. Je me suis dit, putain, mais c'est fou ce truc. Et je crois que c'est de là que c'est parti après tout le reste. Et du coup, il y a un vrai sentiment de réalité dans le. À l'époque où on parle du cloud, et on doit faire des autocollants pour rappeler que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça marche bien aussi comme prise de conscience. Ouais. Et moi, il y a aussi un passage, alors je ne vais pas spoiler ni l'histoire ni rien, mais c'est juste un passage qui m'a fait vraiment beaucoup sourire, c'est sur l'anonymisation des données. C'est-à-dire que vous pensez bien, Gemini, donc cette société. Alors d'une part, petite parenthèse aussi, ce qui est agréable dans le livre, c'est que Gemini est une nouvelle entreprise, mais que tu n'as pas donné des faux noms à tout le monde. C'est-à-dire que Gemini travaille avec Google, travaille avec Amazon, travaille avec des partenaires. Tout le monde est là, mais il y a une nouvelle société. Il y a une nouvelle. Ils ont réussi à réunir tout le monde. C'est ça. Et donc il y a effectivement, pour le bien de l'humanité, parce que c'est ce qu'ils veulent évidemment, ils récupèrent plein de données, mais vous pensez bien, pour garder la vie privée, les données sont anonymisées, parce que c'est des gens bien. Et puis à un moment, ils cherchent des informations sur quelqu'un. Et là, il y a un passage qui est absolument magique. C'est ah oui, mais les données ils vont être anonymisées, on ne peut pas trouver. Non, hop. Alors, qu'est-ce que vous savez sur votre bonhomme? Il a tel âge, il fait tel métier, il est né à tel endroit, il fait quelle taille. Les profils qui correspondent, ça passe de 1200 à 1. Et en 4 étapes, en 4 ou 5 étapes, très rapidement, il ne reste plus qu'une personne. Qu'est-ce que vous avez sur lui? Et là, on a tout. C'est-à-dire qu'on a son historique, ses mails. On n'a pas son nom, c'est anonyme. On n'a pas son nom, c'est anonyme. C'est anonyme dans le sens le plus pur, c'est genre, il n'y a pas de nom. Mais après, on sait qui c'est, quoi. Et ça, c'est un truc, pareil, c'est un article que j'avais lu qui disait, je crois qu'avec seulement 4 ou 5 informations sur quelqu'un, où il était la semaine dernière et tout ça, on pouvait le retrouver parmi un tas de données anonymes. Qu'en fait, ça n'existait pas, l'anonymisation. C'est fou d'être parti sur une histoire de bateau et d'être arrivé à un truc d'anticipation. Mais est-ce que tu as une explication de ton processus créatif qui est arrivé comme ça à un truc type Black Mirror, pour parler de quelque chose que les gens connaissent? Alors, je dirais que en fait, c'est la BD d'avant, elle parlait vachement de science. C'était un thriller qui parlait de chercheurs et de scientifiques et tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter un peu le côté un peu technique, technologique et tout ça. Je vais partir sur un polar. Et malgré moi, il y a toutes mes idées qui sont revenues. Et dès que je voyais, c'est fou ce truc-là, et je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre dans la BD. Et je crois que du coup, c'est comme ça que ça s'est nourri. Enfin, je l'ai fait malgré moi, ça a reparlé des trucs qui m'intéressent. C'est super référencé. Enfin, nous, on a vu des clins d'œil à toutes les pages. Et je pense que vous, spectateurs du 56cast, ça va vous parler tout le temps aussi. On reconnaît des trucs. Ouais, j'avais encore plein de trucs. Juste pour parler de l'aspect graphique, parce que tu es scénariste et dessinateur, ce qui est quand même pas rien. Enfin, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours facile. Un truc super agréable, enfin, qui est...
il y a eu quand même un choix graphique très fort dans le livre, c'est la couleur. Enfin, c'est une BD noir et blanc et le numérique. Et en couleur. Et en couleur. Ouais, alors ça, c'était à la fois, pareil, encore un choix qui est à la fois un choix technique parce que, pratique, parce que pour que ce soit lisible, des affichages numériques sur le monde réel, fallait un peu que ça se détache et de la couleur sur de la couleur, ça devenait vite, on n'arrivait pas à lire. Donc je me suis dit, sinon le monde réel serait en noir et blanc. Et en plus, c'était chouette parce que la couleur, c'est séduisant. Et en fait, on est content. En fait, à chaque fois qu'il met ses lunettes, on est un peu content parce qu'il y a un peu de couleur qui arrive et tout. Et je trouvais que ça marchait bien avec... voilà. Oui, il y a une sorte de Si on allume à Disneyland, et de sentiments connexes avec les utilisateurs de ces outils. Et tu penses que c'est... Enfin, il y a un côté inévitable dans... J'ai posé un peu la même question, mais une sorte de fatalité à arriver dans ce monde-là. Parce que finalement, tout est facile. Le monde d'aujourd'hui est facile, les applications d'aujourd'hui sont faciles, sur les smartphones, c'est facile. Donc finalement, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas au monde de ce que tu décris. Bah ouais, mais c'est un peu ce que je disais en l'écrivant et tout. Je me disais, mais en fait, ça me déprimait même en l'écrivant. Je me disais, mais c'est horrible parce que même moi, je vais me faire avoir, quoi. Je le sais et je vais quand même me faire avoir, quoi. Et je pense que mon idée, c'est qu'il faut juste une espèce de vigilance et se rappeler que de la vigilance tout le temps. Et surtout s'intéresser à comment fonctionnent les trucs, quoi. Si on sait quel est le système, comment Google se fait de l'argent, eh ben on comprend du coup quels intérêts ils ont à montrer tel truc ou tel truc. Si on comprend à chaque fois, on s'intéresse un petit peu aux entreprises, quels sont leurs modèles économiques et ce genre de choses, ben, tout de suite après on a déjà, on fait attention, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça, je sais pas. Avec quoi il faut faire gaffe. Juste, et encore une fois, je vais pas spoiler, mais parce que c'est sans doute une des idées qui est assez majeure quand même. Parce que on parle du futur technologique avec cette réalité augmentée, ces lunettes et tout ça. Mais tu as aussi imaginé une sorte de futur serviciel que je trouve absolument bluffant. C'est parce que c'est tellement pratique, c'est l'aide à la conversation. Ah oui. Et c'est quand même le point peut-être qui est le plus choquant. C'est que finalement, le coach, quand il te connaît suffisamment, il t'aide, il te suggère des réponses par rapport à la personne qui parle en face. Et c'est quoi la meilleure réponse pour obtenir tes résultats, pour aboutir à tes objectifs, pour tout ça. Évidemment, voilà, dans un premier temps, on dit mais non, c'est atroce. Enfin, tu vas pas lire à quelqu'un une réponse cachée dans tes lunettes que t'a conseillé un algorithme à un ordinateur. Et après, on se souvient que de tous ces moments où on n'a pas eu la bonne réplique au bon moment, où on a dit n'importe quoi, où on se souvenait plus du détail qui était lié à notre agenda et tout ça, et que finalement, on se dit mais oui, mais si ce service existe un jour, est-ce que je m'en servirai ou pas ? Aujourd'hui, ça semble complètement hallucinant. Mais au moment où ça arrivera, est-ce qu'une aide à la conversation, où finalement on va voir des gens qui vont avoir une conversation ensemble et qui vont finalement ne lire que les réponses, que les sous-titres qui s'afficheront dans leurs lunettes, c'est quelque chose qui va arriver. Mais... J'espère pas, mais non, mais en fait, ça qui est marrant, c'est qu'après chacun a une expérience différente parce que Gemini s'adapte à la personne. Ouais. Du coup, c'est deux Gemini différents qui finissent par discuter entre eux, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Mais moi, ça me faisait marrer, parce que c'était pour montrer l'absurdité du truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais plus si tu parles à un ordinateur ou à quelqu'un. Et en fait, je pensais à un truc tout à l'heure, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. Et ça aussi, c'est un truc qui a déjà commencé. C'est Facebook qui avait testé, non ? Tu as des suggestions de réponses, des boutons sur lesquels tu peux cliquer, Ouais, où il y a le truc. Moi, ça m'arrive sur mon smartphone quand je suis en train de conduire et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et je fais une fausse manip et en fait, il y a des messages tout faits pour répondre. Je suis occupé, je suis en voiture, nanana. C'est pareil, c'est ça en beaucoup moins... grave ou dangereux, je sais pas. Ce qui m'arrive tout le temps, c'est dans les messageries sur le téléphone, quand quelqu'un me dit « t'es où ?» y a un petit truc qui s'affiche « partagez votre position ». T'arrêtes de lire, de comprendre et de proposer une réponse, quoi. Mais sauf que là, finalement, c'est encore une fois, c'est encore un cran, juste un cran après, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de
de parler d'autre chose que simplement. Souvent, quand on parle des dangers un peu de ces trucs-là, on parle des problèmes de l'intimité, les données personnelles et tout ça, qui est un vrai problème. Hein. J'ai touché mon micro. Moi, je voulais montrer qu'il y avait aussi le truc de vouloir absolument déléguer plein de choses, de vouloir être plus efficace, perdre moins de temps, faire moins d'erreurs et tout ça. Et du coup, c'est une espèce de logique qui fait vachement penser au truc de la Silicon Valley, justement, des startups, d'en être plus performants et tout ça. Au final, derrière, il y a plein de trucs un peu, des idées glauques qui sont cachées derrière et qui ne sont pas forcément évidentes tout de suite. Et qui finalement rentrent dans un discours qu'on connaît, en fait, le discours de la performance, l'utilitarisme, on doit se lever le matin pour atteindre des objectifs. Et je trouve que c'est encore plus dangereux. C'est comme le fait que on parlait vachement de l'enregistrement des données, de la NSA qui surveillait tout le réseau, et je me disais c'est horrible, mais c'est encore pire que des entreprises le fassent. Pour moi, c'était le stade au-dessus, quoi. Parce que du coup, il y a une logique en plus qui est marchande et tout ça par-dessus, des intérêts. Et je trouvais ça marrant de parler aussi de ces trucs-là. Non, mais c'est tout ça pour dire. Il y en a qui vont se plaindre parce que souvent dans le 56cast, on finit par avoir envie d'acheter un bouquin, mais là c'est juste un ordre. Ça là, c'est un ordre, sérieux. Non, voilà, le profil de Jean Melville aux éditions Flubble. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez le lire gratuitement aussi. Voilà. Oui, Internet. Mais oui, c'est vrai. Donc en fait, que si vous n'avez pas d'argent. D'une manière complètement improbable, ton éditeur, enfin c'était avec ton accord, hein, une envie commune, ouais. Voilà, sur le blog Mediapart de l'éditeur, en 4 parties, le profil de Jean Melville est consultable gratuitement, téléchargeable aussi en PDF, en Creative Commons. Oui, c'est pourquoi. Eh ben, moi, c'est des questions qui sont un peu fraîches pour moi, mais en fait, c'est des questions que je me pose par rapport au fait de faire de la BD, et je trouvais ça chouette que des gens puissent le partager facilement, qu'ils puissent même modifier des trucs s'ils en ont envie, que si ça leur donne des idées et tout, tant mieux. En fait, c'est le propos un peu du RCC. Non, mais complètement. C'est aller au bout de la démarche. Donc, ça se lit aussi très bien en papier. Voilà, ça se lit aussi très bien en papier. Ça s'appelle Le profil de Jean Melville. Merci beaucoup Robin Cousin. Est-ce que tu veux regarder un lapin qui mange une framboise? Plaisir. Cool. C'est une vieille vidéo qui vient de Tumblr. C'est sur le Tumblr de And It's Love. Oh, pardon. Bah ouais, c'est pour ça que je dis vieille vidéo, parce que je crois qu'il est plus trop mis à jour. L'année n'est pas affichée, j'ai cru comprendre que c'était 2014. Ce lapin s'appelle Luna, c'est une fille, une lapine naine âgée d'environ 3 ans. Voilà, j'ai donné toutes les informations que j'avais. Hein. Il mange une framboise, quoi. Et ça lui fait du rouge à lèvres. C'est très bien. Est-ce que... Attends. Ah, oh. Est-ce que vous voulez maintenant la voir manger une mûre, sachant que c'est un fruit noir? Ah, mais oui. Bon, merci. C'est juste un filtre Photoshop, non? C'est la version émo, en fait. C'est ça. Lapin gothique. Voilà. Bon, encore merci. À la prochaine. Ciao.